Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes sur le salon Bipositive et avec mes deux invités, nous allons faire un petit panorama de ce qui évolue aujourd'hui dans la construction, qu'il s'agisse du plan BIM 2022, qu'il s'agisse du code de la construction, qu'il s'agisse ou encore de la nouvelle réglementation qui s'annonce. Donc avec moi pour en parler, Monsieur Yves Lafoucrière, bonjour. Avec le micro, s'il vous plaît. Et vous êtes, vous, président du plan BIM 2022. Et on va, avec vous, rentrer dans le détail de ce plan BIM. En face de vous, monsieur Thierry Repentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. De quoi s'agit-il exactement? Quel est ce Conseil supérieur? Il a été créé par la loi sur la transition écologique et la croissance verte en 2015 et il est le lieu de regroupement de l'ensemble de la filière qui doit se concerter pour, si possible, trouver une position commune sur tous les sujets qui traitent de la construction. Et c'est une instance de consultation obligatoire pour le gouvernement pour tous les textes qui concernent pour tout ce qui concerne la filière bâtiment qui est représentée ici. Tout à fait. On va commencer avec vous et on va commencer avec le plan BIM 2022, plan qui a été lancé en novembre dernier, c'est ça? Tout à fait. Le plan BIM 2022 prend le relais du plan national de transition numérique du bâtiment qui avait été présidé par Bertrand Delcambre de 2015 à 2018 pendant 4 ans et qui a permis de commencer à mettre sur la table avec tous les acteurs l'ensemble des sujets concernant l'introduction du BIM dans les processus de construction et de gestion de bâtiments. C'est un immense chantier parce qu'il y a à la fois des sujets hyper techniques comme l'interopérabilité, l'utilisation des logiciels, et puis il y a également tout l'aspect dans une filière qui est très parcellisée. Il y a énormément d'entreprises, beaucoup de maîtres d'œuvre, énormément de maîtres d'ouvrage, des grandes diversités d'acteurs entre constructeurs de maisons individuelles et ceux qui construisent des ensembles immobiliers complexes. Il faut trouver avec tous ces acteurs, avec tous leurs représentants, la façon d'introduire le BIM, cette maquette numérique, pour tous les acteurs de la filière. Donc pendant 4 ans, il y a un très gros travail qui a été fait. Et maintenant, je préside le plan BIM 2022 depuis le comité d'installation qui s'est tenu le 24 janvier 2019 pour les 3 années qui viennent et qui va permettre, à travers un budget significatif de 10 millions d'euros engagé par le gouvernement, de mettre en œuvre toute une série d'actions pour embarquer l'ensemble de la profession dans l'usage du BIM. Voilà, il faut que tout le monde puisse y aller et y aller en même temps si possible pour que ça fonctionne correctement avec l'objectif d'y arriver. Bon, que d'ici 2022, pas tout le monde, mais en tout cas on y soit et que tout le monde soit capable de partir là. Alors effectivement, quand vous me dites tout le monde, d'abord sur un projet de construction, quel qu'il soit, il y a toute une série d'acteurs. Le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, qui est souvent représentée par différents acteurs, l'architecte, les ingénieurs conseils, et puis les entreprises, soit encore d'État séparé, soit en entreprise générale. Donc il y a déjà tous ces progrès à faire en matière de travail collaboratif entre tous ces acteurs. Et la transformation numérique, moi qui ai commencé ma carrière dans la maîtrise d'œuvre, j'ai pu mesurer les surcoûts, les conséquences en matière de calendrier, d'insuffisance de coordination dans les projets. Grâce à la maquette numérique, l'ensemble des acteurs vont pouvoir travailler sur des plans coordonnés qui soient les mêmes pour tout le monde. Donc c'est un vecteur de progrès, de réduction de coûts, d'amélioration de la qualité. Mais il faut effectivement que tous les acteurs travaillent en même temps. Et puis il y a un deuxième sujet. Il faut également, au-delà du projet lui-même, que l'ensemble de la profession, et pas seulement les grands groupes de bâtiments, pas seulement les grands groupes d'ingénierie, pas seulement les grands groupes de maîtres d'ouvrage, mais l'ensemble des acteurs puissent être confortables avec ce type d'outils. Et c'est tout cet ensemble d'acteurs qui vont devoir se mettre au BIM. D'accord. Alors, sur le BIM, ce plan a défini des actions. Il y a 8 actions qui ont été définies. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, si vous voulez, le plan BIM 2022 comprend 8 actions. Une action qui est portée par le CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui s'appelle le développement de la plateforme Croquis. La plateforme Croquis, c'est une plateforme collaborative et qui a pour vocation d'être accessible à tous les acteurs de la filière de façon gratuite. Le ministre Julien Denormandie l'a rappelé au mois de novembre dernier.
L'idée est de dire que dans toute cette période de transition, entre maintenant et 2022, il ne faut pas que des acteurs, que ce soit des entreprises, des maîtres d'œuvre ou des maîtres d'ouvrage, soient freinés par rapport à leur envie d'accéder au BIM pour des questions financières. Et donc la plateforme Croquis est à la disposition de toute la filière. De tout le monde, de toute la filière, et tout le monde peut y accéder de façon libre. N'importe quel maître d'ouvrage, n'importe quel entrepreneur peut dire je veux développer un projet collaboratif à travers la plateforme Croquis. Voilà, là, c'est déjà en place. Alors c'est en place, c'est en train de se développer. Chaque mois, on constate le nombre d'utilisateurs, de visiteurs qui augmente et le nombre de projets qui se développent grâce à ça. Et donc dans les 3 ans qui viennent, on va voir les difficultés avec les utilisateurs finaux. Et puis on verra également comment greffer, je dirais, sur cette plateforme des logiciels qui peuvent exister dans le marché et permettre de répondre à tous les besoins des acteurs de la filière. Ça, c'est une action très importante. Et les 7 autres actions sont portées par une association qui s'appelle ADN, qui regroupe la plupart des acteurs de la filière. La Fédération du bâtiment, l'Ordre des architectes, l'UNSFA, les géomètres experts, l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le process de production, de construction d'immeubles, fait partie de cette association et assure le pilotage des 7 autres actions. 7 autres actions qui sont des actions quelquefois techniques. Par exemple, une des priorités de l'année 2019, c'est la mise en place du cahier des charges qui permettra de définir les relations. Quand un maître d'ouvrage décide de lancer un projet en BIM, il y a un cahier des charges BIM à mettre au point qu'il va communiquer à son maître d'œuvre, qu'il communiquera aux entreprises et qui sera la base des relations entre les différents acteurs. Et donc ADN développe dès cette année ce projet de cahier des charges. Un autre point sur lequel je voudrais insister pour cette année 2019, c'est le développement d'un observatoire qui permette de porter à la connaissance de tous les acteurs de la filière la façon dont se développe le BIM en France. On aura un observatoire, je pense qu'on aura les premières communications de cet observatoire dès l'an prochain. C'est de profiter du retour d'expérience, c'est ça? Surtout de voir un petit peu tout ce qui se fait. Parce que depuis que je suis président du comité BIM 2022, je suis frappé de voir, j'ai beaucoup de discussions avec les différents acteurs, partout les gens s'intéressent à ça, font des choses, chacun me dit mais venez voir ce qu'on est en train de faire, etc. Et il nous manque un petit peu une cartographie, un observatoire qui mette tout ça en valeur. Et plus on mettra ça en valeur, plus ça donnera envie aux autres acteurs d'y venir également. Voilà, donc les 2 actions, on va dire, actuelles de l'ADN, et puis ensuite une mise en place au fur et à mesure. Bien sûr. Je vais vous donner la parole, Monsieur Repentin, maintenant, et on va voir ce qui se passe du côté de chez vous, on va dire. Et pas mal de choses. On va commencer, si vous le voulez bien, par les traductions de l'accord de Paris dans le monde du bâtiment. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça implique pour le monde du bâtiment? Notre pays a pris un engagement à l'échelle internationale en signant effectivement à l'occasion de la COP21 ces fameux accords de Paris. Pour être crédible, il faut ensuite traduire ces engagements internationaux dans chacun des secteurs de l'économie française. Et évidemment, le secteur du bâtiment est concerné au premier chef, puisque c'est le premier secteur de consommation énergétique en France, 45% de la consommation énergétique. Et c'est le second secteur émetteur de gaz à effet de serre après les transports, avec 27%. Ce qui veut dire qu'on demande, et on va demander, à la filière du bâtiment de faire de gros efforts. Ces efforts, ils ont été traduits dans une stratégie nationale bas carbone qui a été définie en 2015, qui a donc cours encore aujourd'hui pour aller vers une réduction très forte des gaz à effet de serre d'ici 2050. Un nouveau gouvernement est arrivé, il est encore plus ambitieux dans ses objectifs puisqu'il dit 0 émission de gaz à effet de serre en 2050 pour toute la filière du bâtiment. Et aucun autre secteur de l'activité économique en France n'est à ce niveau-là, à cette exigence. Ce qui veut dire que lorsque on a cette exigence, il faut s'en donner les moyens, car évidemment, si on peut imaginer qu'il est facile de le faire sur les constructions neuves, sur les bâtiments existants, cela demande des efforts de toute autre nature, et il faut que nous passions à près de 700 000 réhabilitations BBC sous ce quinquennat pour espérer aller effectivement à cet objectif d'empreinte carbone nulle en 2050. Voilà, l'enjeu est fantastique en fait. C'est très très important pour les acteurs de la construction
sur cet enjeu de la massification de la rénovation énergétique. Il est extraordinaire en termes de création d'emplois pour des entreprises qui, d'une façon générale, sont très implantées dans les territoires de France. On a l'habitude de dire que c'est une économie non délocalisable. C'est vrai, faite de petites et moyennes entreprises. Donc il y a un enjeu économique extraordinaire. Et puis on peut dire aussi qu'il y a un enjeu pour l'ensemble de la population, puisqu'on voit bien qu'on fait cela effectivement pour un meilleur confort, pour une sobriété énergétique meilleure, mais c'est aussi pour protéger effectivement notre planète, car vous avez bien compris la différence entre ce qui se passait avant et maintenant est substantiellement différente. Avant, nous avions des réglementations thermiques de 1974 jusqu'à la RT 2012. la RT 2012. On était sur un paradigme où l'on cherchait à construire en consommant moins d'énergie, la sobriété énergétique, surtout après la livraison du bâtiment. Avec la RE 2020. Donc la RE 2020 qui arrive. Là. Qui sera connue bientôt et normalement en juin Nous l'attendons 2019. tous avec impatience. En juin 2019, vous devriez être déjà bien plus fixé qu'aujourd'hui. On passe d'une logique énergétique à une logique carbone. Là, c'est une des conséquences de l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer à cette logique carbone, cette logique environnementale et chaque carbone. acteur, dans l'acte d'imaginer la construction, de la produire, de la gérer, et même en cycle de fin de vie du bâtiment, devra prendre en compte quelle est la meilleure méthode de construction en prenant en compte l'empreinte carbone. Donc les industriels du bâtiment devront par exemple avoir une fiche carbone des matériaux qu'ils vont proposer. Le maître d'ouvrage devra dire comment il organise son chantier pour que l'empreinte carbone soit la plus faible. Le gestionnaire du bâtiment aussi devra avoir cette volonté d'aller d'être bas carbone. Vous voulez ajouter? Non, ce que dit Thierry est une véritable petite révolution. Enfin, je dirais cette nouvelle réglementation RE 2020. Et ça change le comportement de tous les acteurs. Le maître d'ouvrage qui construit, le maître d'œuvre qui conçoit, l'entrepreneur qui réalise et les gestionnaires. Car il y a toute la question du comportement pendant la durée de vie du bâtiment. Quelle est la durée de vie du bâtiment? Est-ce qu'il sera démoli à 30 ans, à 50 ans? Est-ce que les bureaux seront transformés en logements? On voit qu'il y a des tas de scénarios. Donc je crois qu'on ne peut pas sous-estimer l'immense effort de formation et d'adaptation de toute la filière. Il y a vraiment un travail considérable qui va devoir être fait. Sachant que là, on est sur le bâtiment neuf, on est d'accord, et qu'il faut aussi embarquer derrière la rénovation énergétique des bâtiments existants. Je vous confirme qu'il faut que nous passions à 700 000 réhabilitations par an de qualité BBC, alors que nous n'avons jamais dépassé les 300 000 en BBC. Donc on voit le saut quantitatif qu'il faut faire, ce qui veut dire aussi que si on veut être crédible, il faut que collectivement, les pouvoirs publics puissent accompagner l'effort de la profession et que cela se traduise dans, par exemple, la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont le Parlement va avoir... C'est encore un des étages, on va dire. Absolument. Il faut trouver des moyens dans cette PPE, il faut trouver des moyens dans les lois de finances, il faut sans doute mettre en place le service public de la performance énergétique sur les territoires pour relayer, embarquer les collectivités territoriales sur cet effort, car ça ne se fera malheureusement pas sur les seuls deniers de nos concitoyens. Il faudra les accompagner, surtout si l'on veut avoir le souci, et je crois qu'on peut tous le partager, que cela concerne toutes les couches de la population, notamment les plus précaires, qui ont sans doute des conditions de vie dans des bâtiments qui justement nécessitent un effort le plus d'efforts et certainement beaucoup d'efforts de réhabilitation. Sur la PPE, est-ce que vous pouvez aller un peu plus dans le détail sur ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour le secteur du bâtiment, pour le secteur qui nous intéresse? Je ne peux pas vous dévoiler quelque chose qui n'a pas été encore présenté. Ce qui est bien dommage, on aurait pu avoir un scoop. Au Parlement. Ceci étant, on est sur des mesures. Nous aurons, au titre du Conseil supérieur de la construction, un avis à donner au gouvernement sur le contenu du PPE et nous serons très vigilants à ce que son contenu, je le répète, soit crédible par rapport à l'effort que nous demandons à l'ensemble de la filière bâtiment, mais également à nos concitoyens pour se mettre à cet objectif de la COP21 de neutralité carbone d'ici 2050. D'ici 2050. Donc on a vu le PPE. Maintenant, il y a d'autres travaux sur lesquels, qui sont en cours, c'est celui du Code de la construction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe de ce côté-là? Vous avez raison. Finalement, 2019 est une année relativement chargée pour l'évolution
de l'économie du bâtiment. Et nous sommes en train, avec la DHUP, de copiloter la réécriture du livre 1 du Code de la construction et de l'habitat, avec une écriture qui n'est pas confiée au Parlement. Au contraire, le Parlement l'a confiée au gouvernement par ordonnance, et nous sommes chargés de cette écriture qui doit déboucher vers un nouveau Code de la construction en 2020. Son objectif, c'est de laisser de la liberté à celles et ceux qui réalisent, en leur fixant un objectif performantiel. Vous devez aller vers une construction qui respecte tels et tels objectifs en termes énergétiques, en termes de carbone, en termes de sécurité, évidemment. À vous de trouver les moyens. À vous de trouver les moyens. On ne définit plus les moyens, mais on définit les objectifs. Voilà. Vous n'êtes plus sur une obligation de moyens, vous êtes sur une obligation de résultats. On nous a trop souvent dit, par le passé, que le CCH était une contrainte, un carcan. Le Code de la construction était un carcan. Là, on donne la possibilité de la liberté, voilà, de l'innovation, de l'initiative à la profession. Oui. Je voudrais rebondir là-dessus parce que on vient de terminer avec Ludovic Scarparé un rapport pour le ministre qui avait été fait à la demande du ministère sur la simplification de la construction. Et on a eu l'occasion, on vient de remettre ce rapport, et on a eu l'occasion de constater comment depuis 15 ans, il y a eu une sédimentation de réglementation, de surréglementation. On a ajouté des étages. Thermique, RT 2005, RT 2012, bientôt RE 2020. Mais parallèlement, l'amiante, le plomb, les diagnostics, les politiques de renouvellement urbain, les principes de précaution. Et tout ça a conduit à une espèce de chape de plomb qui est tombée sur la chaîne des acteurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises, qui sont devenus trop passifs par rapport à ça. Et on l'a vu, vous le disiez tout à l'heure, à l'occasion de la RT 2012, le législateur avait dit qu'il faut commencer à simplifier. Et du reste, dans la RT 2012, il y avait déjà ce qu'on appelait le titre 5, qui permettait aux gens innovants de ne pas appliquer le moteur de calcul tel qu'il était, mais de proposer des solutions équivalentes. On a eu récemment, avec la loi ESSOC, l'article 49, qui donne la possibilité du permis d'expérimenter. Donc ce sont deux signes, titre 5 et permis d'expérimenter, qui préfigurent la façon dont les acteurs vont devoir se positionner. Notamment dans le Code de la construction. Par rapport aux nouvelles façons d'écrire le code avec des obligations de résultat. Alors moi, je crois beaucoup à ça comme une remobilisation de la filière, et je pense que c'est là où on retrouve le BIM, parce que dans cette complexité immense, le BIM va désencombrer les acteurs d'un certain nombre de tâches très besogneuses. Quand il y a 20 ans, un maître d'œuvre faisait des maîtrés, s'il changeait quelques paramètres, il fallait refaire tous les maîtrés. Quand un architecte décidait d'avoir une façade plus vitrée à tel endroit, s'il fallait redessiner les plans, grâce au BIM et à la maquette numérique, tout ça, tous les scénarios sont simulés en un clic. Et donc ça permet, je dirais, aux concepteurs et aux entrepreneurs de consacrer leur énergie, leur savoir-faire à ce qui est une vraie valeur ajoutée. À ce qui a une valeur ajoutée. Donc on arrive un petit peu au terme de notre échange. Le temps passe. Le temps passe. Moi, je vais revenir sur le plan juste après, parce que j'ai un message de l'ACAPEB pour vous. Sur tout ce qu'on vient de voir ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié et que vous voudriez ajouter? Et puis sinon, une petite conclusion donc, sur tous ces enjeux, parce que c'est quand même important. On voit passer de 300 000 à 700 000 en réhabilitation, et en même temps faire de la RT, pas de la RT, de la RE 2020. Est-ce que c'est pas justement aller... Alors, je sais bien qu'il faut aller vite, mais est-ce que c'est pas aller un peu trop vite? Alors, on ne part pas de rien, puisque depuis 3 ans, il y a notamment cette expérimentation E+C- qui nous donne une base d'évolution de la profession, avec environ 600 projets qui sont sortis, ce qui montre que la profession elle est prête à l'innovation. Mais effectivement, je vous rejoins en disant que tout cela est très ambitieux, très rapide. Alors très ambitieux, cela veut dire qu'il faut une mobilisation de la profession elle-même, nous l'avons déjà dit, mais également des pouvoirs publics. On n'arrivera pas s'il n'y a pas une mobilisation de la nation. Il faut une mobilisation de tous les... Il faut une mobilisation de la nation sur cette ambition environnementale qui concerne la filière du bâtiment, en termes fiscal, budgétaire et d'accompagnement des entreprises. Et la deuxième chose, peut-être une innovation par rapport à le passé, c'est que toutes ces innovations, toutes ces réglementations nouvelles que nous sommes en train de définir, elles sont co-construites par les professionnels, car le Conseil supérieur de la construction, son rôle, c'est justement de conseiller le gouvernement et de l'accompagner sur cette nouvelle réglementation, sur ce nouveau code de la construction et de l'habitat. Et donc, la profession est complètement partie prenante
à la détermination et la réécriture de ces textes qu'elle devra appliquer. Donc elle est aussi co-responsable. Co-responsable. Une co-responsabilité, donc ce qui est peut-être pas plus mal. Oui, c'est, je pense, un gage pour que l'on prenne à bras le corps, effectivement, ce que l'on a porté sur les fonds baptismaux pour le réaliser au quotidien et d'une façon positive. Alors, un petit complément peut-être. Un petit complément là-dessus, rapide, s'il vous plaît. Non, je pense que dans toute cette dynamique, il faudra inévitablement un peu segmenter les marchés. Je dirais il y a un certain nombre d'acteurs qui se mettront en mouvement beaucoup plus vite que d'autres. Les bailleurs sociaux, les grands maîtres d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage public. Il y a tout le sujet extrêmement compliqué des copropriétés, des petits propriétaires indépendants. Et c'est là où, à mon avis, tout ce qui est mesures fiscales aura un impact déterminant. Et puis je crois qu'il y a un deuxième point qui est important. Il faudra un petit peu de stabilité, de visibilité dans l'environnement de tout ça. C'est un peu un vœu pieux, mais quand je vois les stop and go qu'on a connus ces dernières années, ça me paraît un point très important si on veut vraiment mobiliser les acteurs. De pouvoir se stabiliser au moins pendant quelques années pour pouvoir tout en avant. Hier, sur cette table, il y avait David Morales, donc le représentant de la CAPEB, qui s'intéresse, qui est le responsable BIM, on va dire, de la CAPEB, qui disait pour que ça fonctionne avec les entreprises, on parlait du chantier et de la maquette numérique, il faut que ce soit simple et il faut que ce soit utile. Qu'est-ce que vous lui dites? Il m'a dit c'est le message que vous devez faire passer. Je partage complètement cette préoccupation depuis que j'ai pris mes fonctions. Le reste, David Morales fait partie de mon comité de pilotage. Il était avec moi le 24 janvier au comité d'installation. Et je pense que là encore, on ne peut pas parler du BIM de la même façon à des entreprises qui posent des plaques de plâtre ou à des grands projets urbains ou à des gestionnaires de patrimoine. On aura à avoir des approches un peu... Il y aura un tronc commun, il y a une démarche générale qui est la transformation numérique. Mais ensuite, elle doit se décliner en partant des besoins concrets de ces acteurs. Quelqu'un qui est un entrepreneur de plomberie, un entrepreneur d'électricité, le premier truc qui l'intéressera, c'est de savoir comment, avec ça, il peut avoir des plans à jour à tout moment, quand il peut passer ses commandes de chemin de câble, je dirais, sans avoir des chutes et qui fera des gains de productivité. Là, on le mobilisera pour y aller. Un architecte, il sera mobilisé car on verra que grâce à ça, il peut faire 10 esquisses pour répondre aux demandes de son maître d'ouvrage sans que ce soit un surcoût exorbitant. Donc, si vous voulez, on sera très attaché dans les 3 années qui viennent. Et du reste, je crois que c'est bien là la nouvelle dimension de BIM 2022 par rapport au PTNB, c'est que le PTNB a défriché tous les sujets identifiés. Le BIM 2022, je dirais, c'est l'écoute des acteurs et cibler les réponses par rapport à leurs besoins. Merci messieurs. Merci d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV. C'est une émission à retrouver sur notre site internet, donc Bâti Journal TV, et sur le site de Bipositive. Et ce sera d'ailleurs assez rapidement en ligne. Merci à vous.